Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. La population française vieillit beaucoup, si bien que le marché du logement des seniors s'agrandit et se transforme pour mieux s'adapter et se conformer aux besoins nouveaux des seniors du XXIe siècle qui ne sont assurément pas ceux des seniors du XXe siècle. Avec moi pour évoquer ce marché et aussi celui plus spécifique de la résidence service senior, Jérôme Navarre, directeur de Noé, ex-Cogedim Club, et Marc du groupe Altaria. Jérôme Navarre, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Avant d'évoquer le marché de la résidence service senior, peut-être pourrions-nous faire un point sur le vieillissement de la population française. C'est important parce que d'ici 2030, il se dit que le nombre de seniors va augmenter considérablement en France. Et en fait, 2030, c'est demain. 2030, c'est demain et nous sommes face à ce que les démographes appellent un mur démographique. Oui. Ce mur démographique, il est lié tout simplement à l'arrivée des boomers, ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et si on donne quelques chiffres, entre 2020 et 2030, le nombre de seniors entre 75 et 84 ans va augmenter de 50% en passant de 4 à 6 millions de personnes. Donc c'est vraiment une augmentation qui est considérable. Si on regarde ça par flux et par année, au début de cette décennie, donc entre 2020 et 2030, le nombre de seniors augmente chaque année d'à peu près 120-140 000. À partir de 2024, cette augmentation passe de 120 à 240-250 000. Donc vous voyez, vraiment, c'est une augmentation qui est extrêmement forte. Et ce qui est intéressant aussi peut-être de noter, c'est qu'on parle souvent du boom des naissances d'après-guerre, avec cette génération qui a créé de nouveaux besoins aussi. Et là, on a un boom des seniors et de toute évidence, ils vont aussi avoir des besoins. Alors, les besoins des seniors sont évidemment liés à la manière dont ils ont vécu. Oui. Et voilà, ce sont les mêmes. Hein. Les seniors qui arrivent, ce sont les seniors du Club Med, ce sont les seniors qui étaient en mai 68 sur les pavés. C'est toutes ces personnes qui ont connu une société de consommation, une société d'abondance, la libération de la femme. Et tout ça, ça a structuré effectivement leur manière d'être toute leur vie et leur manière d'être en tant que seniors. Et en tant que seniors, ils veulent continuer tout simplement à vivre comme ils vivaient précédemment. Ils ont peut-être par rupture par rapport à la génération précédente, ils ne voient pas la vieillesse comme étant une fatalité. Ils voient la vieillesse comme étant un moment de leur vie avec la volonté de poursuivre la manière dont ils vivaient précédemment, bien sûr avec les difficultés liées à la vieillesse, liées à la mobilité, mais ils veulent continuer à vivre comme précédemment. Quelles sont leurs attentes maintenant en termes de logement ? Alors, d'abord, ils veulent choisir leur logement. C'est important. Oui. Ils ont un rapport au logement qui est un petit peu différent par rapport à celui de la propriété de la génération précédente. Et la notion d'usage est ancrée chez eux. Et elle est ancrée chez eux, je dirais peut-être au détriment de la notion de propriété. Et ça veut donc dire qu'ils sont beaucoup plus enclins à devenir locataires, à quitter leur logement traditionnel, à être éventuellement critiques par rapport à le logement traditionnel. Et d'ailleurs, nous avons récemment fait une étude. On a interrogé 1 millier de seniors pour savoir quelles étaient leurs attentes. Et il y a 50% à peu près qui sont critiques par rapport à ce logement. Et on s'aperçoit que, contrairement peut-être à l'idée que nous pourrions avoir, leur attachement à leur logement, quand ils en ont un, n'est pas lié uniquement à des éléments émotionnels, mais à des éléments rationnels. Et je vous donne un exemple. Le premier élément pour lequel ils sont attachés à leur logement, c'est le confort. Donc, c'est un élément purement rationnel. Ensuite, ils disent, et c'est également important dans leur manière dont ils perçoivent le logement des seniors, ils disent à 32% qu'ils ne veulent pas quitter leur logement parce qu'ils ne veulent pas aller en EHPAD. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, et on va en parler, c'est qu'il y a vraiment de la pédagogie à faire sur d'autres modes d'habitation que le logement ou l'EHPAD. Il y a des choses qui existent, il n'y a pas que ces deux modes d'habitation. Est-ce qu'ils le voient aussi comme un objet de consommation, en fait ? Ils le voient comme un objet leur permettant de continuer à vivre comme ils souhaitent vivre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les résidences services seniors sont au milieu de la ville, sont à proximité des commerces, leur permettent d'avoir un certain nombre de services qui leur facilitent le quotidien, et ça répond à cette attente de vouloir continuer à avoir le mode de vie qu'ils avaient précédemment. Au sein du groupe Altaria, vous adressez la question du logement des seniors avec soin et depuis plusieurs années. De quelle manière
Avez-vous donc décidé d'adresser cette question du logement des seniors du XXIe siècle ? Alors d'abord, on est parti d'un constat qui est très simple, hein, donc c'est ce par quoi vous avez commencé. Il y a cette démographie des seniors qui est très importante et qui croît de manière vertigineuse à partir de la décennie 2020. Face à ça, faut regarder également quelle est la proportion de logements adaptés aux seniors dans le parc résidentiel classique. Oui. Il n'y a que 6% de logements adaptés. Alors qu'en 2030, il y aura 30% de seniors de plus de 65 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment un manque énorme de logements adaptés et ce manque va s'accroître évidemment au fur et à mesure de la démographie. Donc Altaria, en tant que groupe immobilier, a décidé de vouloir répondre à cet enjeu sociétal en étant exploitant de résidences-services seniors. Et donc a été créée il y a à peu près 10 ans une marque qui s'appelle Cogidim Club, donc une marque de résidence senior dite de seconde génération, et que nous avons rebaptisé très récemment, donc c'était en fin 2023, Noé, avec un repositionnement pour justement mieux adresser le besoin des seniors issus de cette génération des boomers. Voilà. Oui, parce que ce besoin se cale juste au milieu de quelque chose qui est assez vaste, en fait, entre la maison traditionnelle et puis l'EHPAD. Oui, il y a, on peut globalement distinguer 3 manières de répondre aux besoins des seniors. Il y a le logement traditionnel, le logement historique, avec un certain nombre d'actions des pouvoirs publics pour pouvoir aider les seniors à rester chez eux, que ce soit par des aides pour pouvoir adapter le logement à leur mobilité, ou que ce soit par des facilités pour avoir du service à domicile, du service à la personne, et notamment par les crédits d'impôt qui sont liés. Donc, il y a d'une part donc ce maintien à domicile. Il y a d'autre part, pour les seniors qui sont en perte d'autonomie forte, il y a les EHPAD. Les EHPAD, aujourd'hui, il y a, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 700 000 personnes qui sont en EHPAD en France, et qui, de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de création d'EHPAD, sont réservés à des personnes qui ont un besoin d'avoir une assistance médicale en permanence à domicile. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a un autre chemin qui est celui qui est qualifié, notamment dans un rapport du commissariat au plan qui a été publié il y a à peu près 1 an, de logement intermédiaire. Ce logement intermédiaire lui-même se divise, je dirais, en 2 catégories. Il y a les résidences services seniors d'une part, et d'autre part, il y a les résidences autonomie. Les résidences autonomie, c'est la résidence senior dite sociale. Et la résidence senior, ce sont des immeubles d'habitation avec des appartements dans lesquels le senior a toute son autonomie et toute sa privacy. Il est chez lui, personne ne peut rentrer sans son autorisation. Les seniors sont locataires, ces appartements sont adaptés à la mobilité des seniors, et en rez-de-chaussée de ces immeubles, il y a un certain nombre d'espaces communs. Et dans ces espaces communs, eh bien, on délivre des services qui sont autour de la sécurité, autour du lien social et autour du confort. De la sécurité parce qu'il y a des personnes qui sont là en permanence et qui peuvent intervenir, quel que soit l'endroit de la résidence, que ce soit dans les parties communes, dans des appartements. Par exemple, si le senior tombe, eh bien, nous pouvons intervenir 24 heures sur 24. Autour du confort parce qu'il y a un système de conciergerie. Le senior qui a un problème sur son iPhone, eh ben, il peut descendre à l'accueil et on va lui régler son problème. On va gérer ses livraisons, on va gérer ses démarches administratives, ses prises de rendez-vous auprès des médecins. Donc on va l'aider dans son quotidien pour qu'il soit plus facile. Et ensuite, il y a, je dirais, la chose essentielle pour moi de la résidence service senior et vraiment ce qui la démarque par rapport notamment au maintien à domicile, c'est le lien social. Et ce lien social, toutes les études démontrent que plus un senior a un lien social important, plus son autonomie est prolongée. Et ce lien social, il est réalisé d'abord par les équipes qui sont sur place, par les équipes Noé qui sont dans la résidence service senior et qui viennent là pour pouvoir notamment faire des animations, faire en sorte que les seniors se connaissent entre eux, qu'ils créent des amitiés. Maintenant, ce sont des lieux qui sont également ouverts à l'extérieur, puisque les seniors peuvent évidemment sortir quand bon leur semble de leur résidence. Nous avons, Noé, eu le parti pris d'avoir des résidences en centre-ville,
à proximité des commerces. Et quand je dis à proximité des commerces, ça veut dire à une distance qui permet au senior de continuer à faire ses courses seul à pied. Et ça, c'est très important pour son autonomie. Pour la mobilité. Et il continue donc à avoir un lien social également avec l'extérieur. Voilà. Et par ailleurs, nos résidences sont également ouvertes à des publics extérieurs. Ça peut être soit des seniors qui, de l'extérieur, des seniors voisins, j'ai envie de dire comme ça, qui viennent profiter d'animations qu'il y a dans nos résidences. Il y a des cours de gymnastique douce, il y a des jeux, il y a des conférences qui sont organisées, il y a des activités artistiques. Et donc, les seniors de la résidence ou les seniors de l'extérieur peuvent venir participer à ces animations. Et en plus de ça, nous avons voulu, et ça, c'est un petit peu une des caractéristiques de Noé, je dirais insister sur l'intergénérationnel. C'est-à-dire L'une de nos convictions, c'est que pour bien vieillir, il faut continuer à avoir des relations avec les autres générations. Je vous donne quelques exemples. Oui. Dans la plupart de nos résidences, nous accueillons des étudiants, nous les logeons, ils ont un loyer qui est inférieur à celui du marché. En contrepartie, ils vont donner un certain nombre d'heures par semaine aux seniors. Donc, ils vont participer à des animations. Et je vous donne un exemple. L'un de nos premiers étudiants comme ça était ici les Moulineaux. C'était un jeune ingénieur, il faisait des études d'ingénieur dans le secteur de l'automobile, et il a amené un certain nombre des seniors de la résidence visiter le salon de l'automobile en septembre dernier. Donc voilà, ce lien entre les générations est très important. Dans toutes nos résidences, nous nous obligeons à avoir au moins 2 accords intergénérationnels avec les écoles, les crèches ou les centres aérés qui sont dans l'environnement de la résidence, par lequel il y a au moins 2 rencontres mensuelles, et je dirais 2 rencontres, 2 activités mensuelles avec d'autres générations. Financièrement parlant, à quelle catégorie de seniors est-ce que ce type de résidence s'adresse ? Ou alors est-ce que, de la même façon, il y a peut-être aussi différents types et différentes strates d'offres ? Il y a effectivement des opérateurs de résidence-service senior qui sont sur Oui. différents niveaux de gamme. Oui. Nous concernant, nous nous adressons à des seniors qui ont un revenu à partir de 1 800, 2 000 euros. Mhm. Et évidemment, ça peut aller plus haut selon la localisation de la résidence. En gros, on va toucher à peu près 40% de la population française. Voilà. Donc, c'est quand même un produit de masse Oui. qui s'adresse à un grand nombre de seniors. Maintenant, pour la partie sociale, Oui. il y a la résidence autonomie, qui est vraiment la résidence senior sociale. Et là, elle, qui ne va pas donc s'adresser à des personnes qui ont un revenu inférieur à celui que j'ai évoqué précédemment. Venons-en à la question du marché de la résidence-service senior. Quelles sont les perspectives de développement de ce marché ? Alors, on a parlé évidemment de la démographie, mais... Alors, oui. Évidemment, c'est un marché qui est drivé par cette croissance démographique. Si je vous donne quelques chiffres. Oui. Donc, aujourd'hui, la photo, c'est qu'il y a 7 millions de seniors de plus de 75 ans. Ça, c'est la photo actuelle. Mhm. 7 millions, sur ces 7 millions, vous en avez à peu près 100 000 qui sont en résidence-service senior, à peu près autant en résidence autonomie, et 700 000 qui sont en EHPAD. Oui. Ça veut donc dire que sur les 7 millions, si je donne des chiffres très grossiers, il y en a 6 millions qui sont chez eux, et 1 million dans une autre forme d'hébergement, dont 100 000 en résidence-service senior. La fameuse étude à laquelle je faisais référence tout à l'heure, celle du commissariat au plan, a estimé qu'entre 2020 et 2030, la croissance du parc de résidence-service senior allait, selon les hypothèses qu'elles sont plus ou moins optimistes, soit doubler, soit tripler. Donc il y a vraiment une très forte croissance de ce marché qui est attendue immédiatement, d'ici 2030. Oui, et chez Altaria, alors combien de projets avez-vous en cours ? Alors, aujourd'hui, nous avons 2 marques de résidence-service senior. Donc, il y a une première marque que j'évoquais, qui est Noé. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous avons 32 résidences ouvertes. La dernière a ouvert la semaine dernière à Avignon. Nous allons ouvrir 5 résidences complémentaires en 2024, 6 autres en 2025. Nous avons un plan de développement qui nous amène à peu près une 50aine de résidences d'ici 2026. Ensuite, nous avons repris récemment le principal opérateur des résidences, les Hespérides. Donc là, c'est un autre modèle où les seniors sont propriétaires de leur appartement, alors que dans le modèle Noé, ils sont locataires. Et là, nous avons repris 23 résidences.
C'est-à-dire qu'en gros, à fin 2024, le groupe va opérer une cinquantaine de résidences services seniors entre la marque Noé et la marque Les Hespérides. Est-ce que je peux vous poser une question un peu plus personnelle? Parmi tous ces projets, est-ce qu'il y en a un qui vous a tenu à cœur et pourquoi? J'avoue que la résidence que nous avons livrée à Issy-les-Moulineaux il y a un peu plus d'un an, oui, c'est un sujet, c'est une résidence qui nous tient tous à cœur. Alors pour plusieurs raisons. Oui. Pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord qu'elle a été créée a été réalisée dans un quartier qui a été réalisé en totalité par le groupe. Et le groupe donc a montré son savoir-faire. C'est ici Cœur de Ville, c'est ça? C'est ici Cœur de Ville, voilà, ici Cœur de Ville. Donc en réalisant donc un énorme quartier avec des bureaux, des commerces, des écoles, une résidence service senior et une crèche. Cette crèche est dans le même immeuble que la résidence qui a été créée. Et il y a également au-dessus de la résidence des immeubles d'habitation. Et simplement à l'échelle de cet îlot, donc, nous avons souhaité, je dirais, nous comporter en bons voisins avec les appartements résidentiels de l'immeuble. Et nous sommes là également pour servir de conciergerie à ceux qui ont choisi d'habiter au-dessus de la résidence service senior. Et donc, régulièrement, ils viennent chez nous parce que nous avons un colis pour eux. En tout cas, voilà, on crée un lien avec eux. Et lorsque nous créons un événement dans la résidence, nous invitons ces autres résidents de l'immeuble. Et parce que, avec la crèche qui est également dans l'immeuble, eh bien, nous avons passé un partenariat. Et une semaine sur deux, eh bien, les seniors de la résidence descendent dans la crèche pour pouvoir faire la lecture aux enfants de la crèche. Et l'autre semaine, ce sont les enfants qui viennent écouter cette lecture dans la résidence. Donc elle est assez symbolique de là où nous voulons aller, vers où nous voulons aller. Oui. Et avec, je dirais, cette résidence qui est vraiment au cœur de la ville, qui est ouverte sur la ville et qui a des accords intergénérationnels. Donc voilà pourquoi cette résidence nous tient particulièrement à cœur. Et ce podcast n'est pas filmé, donc les auditeurs ne peuvent pas voir à quel point vous le racontez avec plaisir. C'est vrai. Mais c'est une grande chance de travailler dans ce secteur. Hein. Je veux dire, j'ai la chance de pouvoir diriger des sociétés où les collaborateurs savent pourquoi ils sont là, quel est le sens. Donc, c'est un confort énorme que j'ai. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez développer, quelque chose sur lequel vous travaillez en ce moment pour aller plus loin encore que ce projet à ici Cœur de Ville? Il y a vraiment quelque chose que nous devrions, sur lequel nous devons travailler, c'est mieux communiquer sur notre produit. Oui. C'est un produit qui, hélas aujourd'hui, et sans doute c'est au secteur qui n'a pas suffisamment bien communiqué, dont nous faisons partie. Aujourd'hui, ce n'est pas une solution spontanée qui vient à l'idée des seniors lorsqu'ils commencent à avoir une baisse d'autonomie et qu'ils ont besoin d'avoir davantage d'aide. Ils ont en tête le fait qu'ils peuvent rester chez eux, qu'ils peuvent avoir... adapter la douche. Adapter la douche. Mais lorsque la maison est à 3 km du centre-ville et qu'il est compliqué de conduire, eh ben ça ne règle pas tous les problèmes d'adapter la douche ou d'avoir de l'aide à domicile. Lorsque les enfants sont loin et que les amis sont également loin, eh bien le lien social, peu à peu, se rompt dans le maintien à domicile, en tout cas dans les cas que je vous indique. Et je crois vraiment que nous devons améliorer notre communication et faire en sorte que spontanément, lorsqu'un senior est confronté à ces problèmes de petites baisses d'autonomie, eh bien, ils se disent que oui, je peux rester à domicile ou je peux aller dans une résidence service senior. C'est ça ce sur quoi nous devrions travailler fortement dans les prochaines années. Construire sur le lien social. Et construire sur le lien social, qui est vraiment l'élément différenciant par rapport au maintien à domicile et qui est l'élément majeur pour le maintien de l'autonomie. C'est ça qui est important. C'est que c'est vraiment ce maintien de l'autonomie, c'est le fait de voir du monde tous les jours, c'est le fait d'avoir des amis, c'est le fait d'avoir des activités avec d'autres et d'autres qui sont des seniors et des plus jeunes, qui fait que l'autonomie se maintient et qu'on vit le plus longtemps en meilleure santé. Je suis certaine qu'on aura encore l'occasion d'en reparler. En tout cas, je vous remercie, Jérôme Davard. Merci beaucoup.